Je suis dans ma serre à Home le 23 février, donc c'est juste le début de la saison des semis pour nous. C'est officiellement un climat de zone 8, sud-ouest du Royaume-Uni, tempéré par l'océan. Donc par exemple, aujourd'hui, la température extérieure est 10 à 12 degrés Celsius, un peu plus de 50 degrés Fahrenheit, un peu plus doux que d'habitude en fait, mais peu importe le temps, à cette période de l'année, je commence à faire des semis sous abri, là où on est protégé du vent. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc c'est bien plus agréable. Ici, la température ici en ce moment est waouh, elle dépasse les 20 degrés Celsius, environ 70 degrés Fahrenheit. C'est déjà la puissance du soleil à cette période de l'année qui réchauffe la structure. Cette serre fait 12 pieds de large, soit environ 3,50 m. La serre mesure 25 pieds de long, soit environ 8 mètres, et est principalement remplie de salades destinées à la vente. Et j'utilise juste cette extrémité pour la propagation, pour un peu plus d'un quart d'acre, peut-être 1200 mètres carrés de jardin. Cultivé de façon très intensive, et la propagation, quand elle fonctionne bien et tourne à plein régime, est vraiment la clé pour libérer le potentiel d'un jardin. Et aujourd'hui, je peux vous montrer une ou deux choses qui ne se passent pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Mais je vais quand même vous donner quelques conseils pour réussir. Le plus important avec la propagation, c'est d'avoir un bon compost pour semer et faire pousser vos plantes dans le... Le deuxième point, c'est de s'assurer que le compost a un bon drainage ou une qualité générale suffisante. Et comment vous pouvez l'améliorer? Le troisième point concerne le type de contenant ou de récipient dans lequel votre compost va réellement se trouver pour faire pousser vos plantes. Et le quatrième, aujourd'hui, concerne la chaleur. Et surtout, à cette période de l'année, en février, à la fin de l'hiver, il faut suffisamment de chaleur pour lancer vos semis. Donc, la qualité du compost, c'est une petite expérience très intéressante ici qui ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. Les essais comparant la croissance dans deux composts différents sont utiles. Cependant, ce n'est pas un essai scientifique. Je ne prétendrai jamais cela, mais il y a suffisamment de différences pour illustrer certains points. Très clairement, par exemple, ici nous avons un terreau commercial, celui que j'utilise le plus et que je recommande souvent. Il s'appelle Moorland Gold et il est fabriqué à partir de tourbes recyclées provenant d'un réservoir qu'ils extraient, puis ils ajoutent aussi du compost de déchets verts et des nutriments. Il est certifié biologique, sans produits chimiques de synthèse. Donc, vous pouvez voir un beau résultat ici. Il y a de la laitue, du chou frisé, de la coriandre qui ont été semés en septembre dernier, puis repiqués là en petits plants en octobre. Et dans la caisse de comparaison, c'est mon compost maison dont j'attendais plus. Ce n'est pas mal, le niveau de nutriments est correct. En comparant avec le cerfeuil, ils ont une taille similaire. Et la laitue n'est pas mal, mais il y a en fait une petite perte de qualité sur la laitue, un peu de pourriture sur le bord des feuilles. Et regardez la coriandre, ou plutôt l'absence de coriandre dans ce bac. Et je pense que c'est presque certainement dû à un manque de drainage. Ce sont ces bacs, si vous regardez au fond, il y a un peu de papier journal, ce qui est bien. Et ça fonctionne clairement pour celui-là, mais pour un compost très dense comme le mien fait maison, il aurait probablement fallu y mélanger quelque chose pour l'alléger un peu. Nous y reviendrons dans une minute. Je voulais aussi mentionner celui-ci, le contraste entre le compost West Riding Bork, le Maldon Gold, avec de la roquette et des moutardes, et le compost maison, où en fait on peut voir que la roquette, si jamais, est légèrement plus grande, peut-être plus saine, mais j'ai perdu 3 plants de moutarde. Je suis presque certain que c'est dû à un problème de drainage. Donc cela montre, comme vous savez, on peut avoir un très bon niveau de nutriments, mais toutes ces qualités doivent être présentes pour que les choses fonctionnent. Et je peux aussi vous montrer l'autre côté de la médaille ici, c'est que ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais ce sont des pois que j'ai semés il y a à peine 2 semaines, en fait, 10 jours. Des pois pour les pousses. Et j'allais remplir tout le pot, tout ce plateau. C'est juste un plateau à champignons recyclé d'un magasin, encore une fois, tapissé d'un peu de papier journal. Il y a une petite différence ici, n'est-ce pas? C'est comme que ça, c'est le compost fait maison. Un autre lot de compost, mais toujours fait maison, que j'ai tamisé pour enlever les plus gros morceaux. Mais il reste encore plein de petits bouts que vous pouvez voir. Et je pense que ce sont ces petits morceaux qui aident vraiment, parce qu'ils facilitent l'écoulement de l'eau. Regardez ça, c'est le compost plus précieux que l'or de cette année.
Et c'est un gros problème avec l'achat de compost. Il peut y avoir le même nom sur l'étiquette du sac, mais la qualité, la quantité, la qualité varie énormément d'une année à l'autre. J'ai envoyé une photo du problème à l'entreprise. Ils ont confirmé qu'il y avait effectivement un défaut et je pense qu'ils modifient un peu leur mélange. Cela montre bien, et je le dis avec déception, que j'ai recommandé celui-ci à de nombreuses personnes. C'est assez cher et j'ai entendu de la part d'une ou deux personnes qu'elles ont eu des problèmes. Faites le savoir à l'entreprise, c'est la première étape, et voyez comment ça évolue ensuite. Ce n'est pas de mon ressort, mais il y a un manque de drainage. Pour moi, de toute façon, vous savez, on fait souvent des suppositions. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, il faut résoudre le problème. Je vous donne des indications. Je peux vous donner un indice maintenant sur la façon dont cela peut être corrigé. Donc, ce compost dont je parle ressemble à ça. Et nous remarquons, en remplissant les plateaux, que, waouh, il y a beaucoup de poudre très fine ici. Puis j'ai remarqué, en arrosant les plateaux remplis, que l'eau ne s'infiltrait pas aussi facilement que d'habitude. Elle restait en surface avant de s'écouler lentement. Pour moi, c'est un signe qu'il y a trop de matière fine. C'est juste une question de texture dont nous parlons ici. Et à cause de cela, lorsque j'ai semé ces laitues, j'ai mélangé 50% de vermiculite, qui est un produit naturel. En fait, c'est de la roche expansée, chauffée pour la rendre douce, légère et aérée. Il n'y a pas de nutriments, mais l'eau peut circuler autour. Elle retient un peu d'eau, mais surtout, elle garde de l'air dans le mélange. Donc ces laitues ont été semées il y a seulement une semaine. Celles-ci sont destinées au repiquage, au cas où vous vous poseriez la question, et il pourrait y avoir 1000 laitues là-dedans. Vous savez, ici, c'est un jardin maraîcher. C'est une méthode pour faire germer de nombreux plants dans un espace réduit. Elles ne le resteront pas ici, elles seront repiquées demain. Donc, celles sans la vermiculite, je suis presque sûr que toutes ces laitues auraient pourri parce que ce bac n'a pas beaucoup de drainage. Et c'est de ça que je parle avec la vermiculite. C'est très très léger, il n'y a presque aucun poids là-dedans du tout. Et vous pouvez l'acheter comme vermiculite de jardinier ou perlite, c'est très équivalent. Et elles sont quand même assez chères, mais si vous allez chez un marchand de matériaux, vous pourriez bien la trouver moins chère, car c'est en fait là que je l'ai achetée. Les maçons utilisent ça pour l'isolation, et autant que je sache, c'est exactement le même produit. En tout cas, je l'utilise et il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une idée pour améliorer le drainage du terreau. Et je vais juste vous montrer celui-ci aussi. C'est une conséquence, ce n'était pas mon intention, mais voici de la laitue que nous avons semée en octobre dernier comme échantillon. Je vérifiais juste les noms des variétés de graines de laitue récoltées chez moi. Et j'ai récolté ces laitues. Je veux dire, c'est comme ça qu'on récolte la laitue. On enlève la feuille extérieure comme ça. Et ça, c'est le compost Moorland Gold avec 50% de vermiculite, sans aucun apport d'engrais à aucun moment. Cela montre le bon statut nutritif de ce compost. Je ne le remets jamais en question. Il s'agit juste d'obtenir correctement tous ces différents facteurs. Le suivant est le type de contenant que vous utilisez, que ce soit quelque chose comme ceci ou peut-être un plateau à modules. Voici donc deux plateaux différents dans lesquels vous pourriez semer des graines. Cela dépend lequel, la taille de la graine qui conviendrait. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est la différence de possibilité de drainage au fond. Ceci s'appelle un plateau à semis et ceci s'appelle un plateau à modules. Module signifie une sorte de compartiment cellulaire et il existe de nombreux modèles différents de plateaux à semis et de plateaux à modules. Mais ce qu'il y a avec le plateau à semis, c'est qu'il semble y avoir beaucoup de trous. Mais ce que je constate avec eux, c'est que l'eau ne s'écoule pas aussi facilement. Et je pense que cela pourrait être dû à la taille de ces trous, ce qui fait que l'eau crée une sorte de joint capillaire. Vous savez, l'eau est un produit incroyable et la structure capillaire autour d'une goutte d'eau peut en fait la maintenir en place et l'empêcher de s'écouler. Cela se passe probablement avec ceux-ci et ce serait fascinant d'agrandir ces trous. Je pense que cela améliorerait vraiment la façon dont les semis pousseraient là-dedans. Parce que regarde la taille de ces trous.
Lorsque je montre ça à des personnes qui ne les connaissent pas, je leur demande souvent, le compost ne s'écoule-t-il pas par le fond? On dirait que ça ne va pas le retenir, mais ça n'arrive jamais. Absolument pas. Donc, avec un plateau à module, plus le trou au fond est grand, mieux c'est. Regarde ces fèves, par exemple. Elles ont été semées il y a 10 jours. La raison... Normalement, je ne sème pas de fèves en février parce que je l'ai déjà fait en novembre. Nous avons eu de grosses pertes cette année avec les fèves d'hiver cultivées à l'extérieur. Le temps n'a pas été idéal. Mes timings n'étaient pas parfaits, je fais des erreurs. Et de toute façon, on est en train de rattraper le coup. Ça veut dire qu'on n'aura pas une récolte aussi précoce, mais les fèves ici ne sont pas aussi vigoureuses que je le voudrais. Oh, regarde cette racine pivotante incroyable. On dit souvent qu'il faut semer les fèves dans un contenant très profond à cause de leurs longues racines pivotantes. Mais en fait, je trouve que celle-ci se repique très bien à partir de plateaux de cette profondeur. Cela vous permet d'économiser du terreau. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir ces modèles sophistiqués remplis de beaucoup de terreau parce que la racine pivotante tourne simplement un peu en attendant son moment. Et ensuite, vous la mettez en terre et elle continue de pousser. Et elle se transplante très bien comme ça. Ces plantes seront probablement mises en terre dans une dizaine de jours, mais vous pouvez voir qu'elles poussent bien. Je pense qu'il y en a une ou deux qui peinent un peu, et cela pourrait être dû à ce mélange. C'est la même Mulling Gold, un compost assez dense, mais je n'ai pas arrosé ces plateaux depuis qu'ils ont été semés il y a 10 jours. Donc c'est un autre facteur en fait dans la culture des plantes. Par exemple, je n'ai pas arrosé ces laitues depuis qu'elles ont été semées il y a un peu moins d'une semaine. Quand je sème, quand j'ai rempli les plateaux de compost, je les humidifie complètement à ce moment-là. De cette façon, tu es tranquille pendant un moment. Un excès d'arrosage peut causer pas mal de problèmes qu'on a déjà vus. Tu sais, même si ton compost est vraiment bon. Donc, quand les plantes sont de cette taille, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Tant que vous pourriez même voir que le compost en surface a l'air un peu sec. Ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas qu'il soit constamment saturé. Celui-ci me semble assez lourd. Donc je suis content, je ne vais peut-être pas arroser ça pendant quelques jours. Ça dépendra si le soleil sort beaucoup. Nous n'avons pas eu beaucoup de soleil ici, je dois le dire. Vous savez, nous ne sommes pas dans un climat ensoleillé, donc ça influence aussi les choses. Il faut être attentif à la météo. Ce qui nous amène au point suivant qui est la chaleur. Les graines ont besoin de chaleur pour germer. La quantité de chaleur dont elles ont besoin est en fait supérieure à celle dont les jeunes pousses ont besoin pour continuer à pousser. Vous augmentez donc la chaleur après le semis des graines. En réalité, les rentrées dans la maison fonctionnent très bien. Ma maison n'est pas toujours plus chaude qu'ici, mais elle l'est la nuit. Et une nuit froide va vraiment ralentir la germination, même si vous avez une belle journée chaude. C'est donc très efficace pour démarrer vos plateaux de semis. Vous trouvez un coin, ils n'ont pas besoin de lumière. Donc vous n'avez pas besoin d'encombrer vos rebords de fenêtres avec des graines en germination. Vous pouvez simplement les mettre dans un coin ou dans un placard. C'est simplement n'importe quel endroit, avec une chaleur douce et constante, jusqu'à ce que vous voyez cette première petite lueur de lumière. C'est à ce moment-là qu'ils... Oh, de verre, pardon. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de lumière pour pousser. C'est pourquoi une telle structure, la plupart d'entre vous n'en auront pas, je le sais, mais n'importe quel endroit avec un maximum de lumière fera l'affaire. Dans le climat du Royaume-Uni, vous savez, la température ambiante n'est pas trop basse, donc une serre peut être bien, ou un tunnel en plastique, mais ce sera encore mieux si vous pouvez fournir un peu plus de chaleur. Avec l'électricité dans une serre, vous pouvez acheter d'excellents tapis chauffants. Ils ne sont pas chers à utiliser, mettez-les sur un thermostat. Dans mon cas, hors réseau, j'ai fabriqué une couche chaude. Ok, nous avons fait ça il y a un peu moins d'une semaine et déjà la température, selon la sonde, est de 65 degrés Celsius, soit environ 140 degrés Fahrenheit ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est du fumier de cheval frais. Le fumier de cheval chauffe plus intensément que celui des autres animaux. La paille est indispensable. On la tasse et on danse dessus. On l'arrose juste pour s'assurer qu'il soit bien humide. Il y a aussi des gaz qui s'en dégagent, en fait, de l'ammoniac. Donc j'aère complètement ici. Ce n'est pas un radiateur d'appoint. En réalité, ça ne change pas grand-chose à la chaleur de la serre, car avec le verre, la chaleur s'échappe facilement. Mais ces plateaux retiennent la chaleur lorsqu'elle s'élève du châssis chauffant.
Ils sont donc tous agréablement chauds en dessous. La sonde que j'ai placée juste sous la palette ici, qui est au-dessus du châssis, indique 37 degrés Celsius. Ça fait 98 degrés Fahrenheit. Donc un bon niveau de chaleur. Ce n'est pas dangereux. En fait, c'est vraiment bien. Ça veut dire que si j'en soulève un, il est en fait assez chaud au toucher, mais pas brûlant. Et je sais juste par expérience que ça fonctionne, en fait, ce niveau de chaleur. Et ensuite, il y a de beaux plateaux ici avec un bon drainage. C'est très intéressant. On va regarder ces poids. Ce sont les mêmes semis de poids que ceux qui ont échoué dans cette boîte. Et ça doit être à cause de ce drainage. Voici donc les plateaux à modules sur lesquels j'ai travaillé pour les faire produire et ils ont de beaux grands trous au fond. J'ai eu des difficultés avec l'entreprise qui les a fabriqués. Je leur ai dit d'agrandir ce trou. Au début, ils hésitaient, mais je crois que sans ça, il y aurait des soucis, notamment avec ces petits pois. Ce compost est trop humide, avec un peu de moisissure et de mildiou. Ce n'est pas bon. C'est plus que de l'or, c'est vilain. Ils y travaillent, mais ça n'empêche pas les plantes de pousser. Si tu vois de la moisissure sur ton compost, cela signifie simplement qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui moisit. N'arrose pas trop, tu sais, ça revient à ce qu'on disait. Depuis le semis, je n'ai pas arrosé. Ils ont été bien arrosés uniquement au moment du semis, mais pas depuis. Et puis la question de la lumière est révélée par quelque chose comme ce plateau de radis. Donc tu peux voir qu'ils se sont pas mal étirés. Ils ont germé. Je les ai laissés 5 jours dans la véranda, probablement un jour de trop. Au 4e jour, ils apparaissaient. Une fois de plus, toute germination variable ici aurait pu ressembler à cela au 4e jour. Et puis, si tu les laisses dans un manque de lumière ou un manque relatif de lumière, comme dans cette pièce, tu sais, la fenêtre n'apporte de la lumière que d'un côté et ça va tirer les tiges vers le haut. Tu obtiens des tiges longues et fines et ce n'est pas idéal. Tu ne peux pas faire ça très longtemps avec des semis. Si ça t'arrive, tu dois trouver un moyen de les mettre soit dehors en pleine lumière, soit d'utiliser des lampes de croissance qui sont d'ailleurs très jolies. Mais ces semis hauts, on peut corriger ça dans une certaine mesure en les plantant profondément. Donc tout cela sera du compost autour de la tige quand je les planterai. Ces plateaux sont très efficaces. C'est du multisemis où il y a en moyenne, disons, 4 radis par alvéole. Il y a 60 alvéoles dans un plateau. Donc ça fait plus de 200 radis dans ce seul plateau, probablement plus que ce que la plupart d'entre nous pourraient manger en une quinzaine au printemps. Donc ça vous donne une idée du nombre de plants que vous pouvez élever dans une zone assez petite. Je couvre ces sujets dans mon dernier cours en ligne, 3A, qui porte entièrement sur la culture de différents légumes. Une partie de cela consiste à savoir comment les démarrer, chacun étant légèrement différent. Ce sont tous des légumes résistants au froid, donc aucun d'entre eux n'a un besoin crucial de chaleur pour germer. Il suffit de les semer à ce stade. Et par exemple, je n'ai pas encore semé mes tomates. Je les sème à la mi-mars, ce qui semble toujours être une étape importante. Beaucoup de gens font référence à leurs semis en demandant quand semer les tomates. J'ai constaté au fil des années que la mi-mars fonctionne très bien. Ils ont amplement le temps, ils poussent rapidement une fois démarrés et j'espère que vous avez aimé cet aperçu de la propagation. Si vous n'avez jamais essayé, tentez de planter quelques graines, peut-être pas à cette échelle, et voyez ce que vous pouvez faire.